Maybe I will begin by. Tu peux poser les questions en français. But I am not sure that in the room everyone is. OK. Je sais pas. Vous parlez français, d'accord. Bon, je vais commencer par une question assez provocative, puisque peut-être même que j'ai une illusion en posant cette question, donc je vais être. Il s'agit de la première anecdote, et je voudrais défendre un peu le système 1. Alors je m'explique. Vous avez comparé ce que vous avez pensé avec des notes obtenues à l'école d'officier. Et moi, je me dis que peut-être, si on ne voit pas les notes, mais si on voit comment les officiers réagissent devant un danger, peut-être vous aviez raison. Voilà ma question. Il y a une réponse. Non, c'est encore pire. Parce que même les notes qu'ils obtiennent au cours d'officier ne sont pas très précises en prévision de leur conduite en combat. Ça, c'est connu. Et certainement qu'on ne passait pas au combat directement. Le fait est que ce qui se passe dans cette situation que j'ai décrite, ce sont des accidents qui déterminent qui vous impressionne et qui ne vous impressionne pas. Le soldat qui est le plus proche de l'obstacle a beaucoup plus de chances de contrôler les événements que celui qui est de l'autre côté. C'est de la chance. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Mais on voit l'un d'eux comme très fort et l'autre comme passif. Et on ne peut pas le résister. Et ça, c'est caractéristique de ce qui se passe partout. Nous ne donnons pas assez de poids à la chance, à l'élément de la chance. Nous voyons un comportement quelconque, un résultat quelconque, une performance, et nous l'interprétons comme s'il reflétait une tendance permanente, le caractère, la vraie nature de ce soldat. Et ça, c'est une erreur. La plupart du temps, la chance joue un rôle très important. Il y a du caractère, il y a la nature, mais nous exagérons son rôle systématiquement. Bonjour. D'abord, merci pour la conférence, pour le livre et pour tous les résultats de vos travaux. Je suis économiste, je travaille sur l'articulation entre les enjeux collectifs et individuels. Et à vous lire, à vous écouter, je me posais une question sur le passage entre l'individu, le groupe et la foule ou la collectivité. Est-ce qu'on peut induire des comportements collectifs uniquement à partir de l'individu, comme vous semblez l'avancer, ou est-ce qu'on doit prendre en compte une dimension intermédiaire qui est la dimension sociale du groupe, de la bande, avec certains effets qui ne me semblent pas lire dans vos travaux, comme par exemple les effets de soumission, les effets de mode, les effets de liens faibles, etc. etc. Oui. Il se passe quelque chose d'amusant quand on écrit un livre ambitieux. Alors, quand on écrit un livre ambitieux, et le mien est ambitieux, alors tout ce qu'on n'a pas mentionné là-dessus, c'est comme si on niait son existence. Or, je ne nie pas l'existence ni l'importance de la sociologie, de l'anthropologie, du côté social, absolument pas. Je n'en ai pas parlé. J'en parle d'ailleurs une fois dans le livre, c'est quand je parle de ces financial officers. Alors je dis qu'ils sont forcés par leur groupe à montrer un excès de confiance. Mais bien sûr qu'il y a une dimension sociale et sociologique, et que pour vraiment comprendre le comportement des gens, il faut y amener cette dimension. En partie, ça fait partie de l'histoire de ce que j'appelle le système 1, qui est guidé par les groupes, qui est guidé par les sympathies qu'on a pour des gens, pour les gens qu'on croit, mais ce n'est pas une idée qui est développée dans mon traitement. Il n'y a aucune, d'après moi, il n'y a pas d'opposition entre l'analyse psychologique et l'analyse sociologique. Elles se complètent, elles se complémentent. Mais moi, je suis psychologue, c'est tout. En vous écoutant,
présenter ces deux systèmes, j'ai une autre plaisanterie à vous proposer que Freud suggère pour comprendre le rôle de l'inconscient. Il dit, c'est l'exemple d'un village polonais dans lequel on a tué 3 tailleurs parce que le maréchal Ferrand avait tué sa femme. Et il disait... Il y en avait, le seul maréchal Ferrand du village avait tué sa femme. Donc, on ne pouvait pas se permettre de tuer le maréchal Ferrand parce qu'il n'y en avait qu'un. Donc, on a tué là où on pouvait tuer les gens, c'est-à-dire les tailleurs. On en a même tué 3 pour le prix d'un. Et ça paraît un défaut de rationalité. Ils n'ont rien fait et on les tue. Mais c'est parce qu'il y a un besoin qu'on ne peut pas exprimer là où il serait nécessaire. Et donc, on le transforme. Et en vous écoutant, je pensais à cette anecdote parce que il y a le système 1 et le système 2, et il y a, il me semble, en vous écoutant, 2 manières de le comprendre. Une, c'est slow et fast, lazy et pas lazy. Et ça, on a en tête, c'est un défaut d'ordre cognitif. C'est comme un ordinateur qui aurait des facilités. Et puis l'autre histoire que vous dites aussi, c'est que le système 1, il cherche de la cohérence. Et ce n'est pas exactement la même chose. C'est peut-être lié dans votre esprit, mais on peut faire d'autres explications de ce besoin de mise en cohérence. C'est l'histoire de Freud qui ont une autre nature et qui peuvent se rationaliser d'une autre manière. Je veux réagir au mot besoin, parce que moi j'ai décrit un mécanisme. Ce n'est même pas qu'il a besoin de la cohérence. Quand vous avez un réseau qui est associé de cette manière, le réseau cherche l'équilibre, mais ne cherche rien. L'équilibre est le résultat de la construction d'un réseau où il y a des associations de ce genre. Et effectivement, ces associations, elles, en partie, elles sont émotionnelles. L'histoire de Freud, ça pourrait tout à fait être une histoire du système 1. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça que ça marche. Une question pour revenir aussi sur une des premières histoires. Donc, si vous deviez aujourd'hui écrire un manuel pédagogique en moins de... comment est-ce que vous appliqueriez tout ce qu'on a appris finalement au cours de ce programme de recherche? Est-ce qu'on peut s'entraîner à remplir son système 1 avec des observations intelligentes? Ou est-ce qu'il faut s'entraîner à ne pas écouter son système 1? Ou dans quel cas est-ce qu'il faut écouter le système 1 ou le système 2? Il y a quelque chose à enseigner aux élèves dans l'éducation, ça peut s'appliquer? Bon, eh bien, tout d'abord, je ne le ferai pas. Aujourd'hui, je n'écrirai pas de manuel, mais il me semble... Je ne décris pas ce livre. Ce livre ne vous rendra pas plus intelligent. Ça, je peux le promettre parce qu'il ne m'a pas rendu, moi, plus intelligent et je l'ai écrit. Donc, ça n'est pas... on n'éduque pas l'intuition facilement. Il ne faut pas... Ce n'est pas de cette manière qu'on... Ce qu'on peut faire de temps en temps, c'est de reconnaître qu'on est en une situation qui va produire des illusions. Il y a parfois, ça se fait, il y a des illusions visuelles qu'on reconnaît. Et alors on sait que dans ce cas-là, quand on voit ces 2 paires de lignes qui paraissent inégales en longueur, mais si elles ont des flèches, alors elles sont probablement égales. Donc on reconnaît, ça c'est une situation où je ne dois pas faire confiance à mes impressions. Ça, on peut l'enseigner. Et la plupart du temps, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien parce que quand les gens sont en train de faire une erreur, ça je le sais de l'expérience personnelle, quand je suis en train de faire une erreur, je suis si occupé par la production de cette erreur que je n'ai pas le temps du tout de me critiquer. Donc je critique les autres. Ça, je le fais plutôt bien. Et j'espère que... Et le livre d'ailleurs, ça c'est l'objectif du livre. Ce n'est pas vous critiquer vous-même, c'est à vous aider de critiquer les autres plus intelligemment. Et je pense que d'ailleurs c'est très utile de pouvoir critiquer les autres, parce que si on a une communauté où les commentaires que les gens se font l'un sur l'autre sont intelligents, les actions sont plus intelligentes. Parce que quand nous prenons des décisions, on anticipe les réactions des autres. Et si on anticipe des réactions intelligentes, on se conduira plus intelligemment
que si on anticipe des réactions superficielles ou bêtes. D'autre part, si j'écrivais un manuel, il ne serait pas pour les individus du tout, il serait pour les organisations. Les organisations qui prennent des décisions, qui font des jugements, qui produisent des jugements, elles pensent lentement, c'est de leur nature. Alors, ça vous donne une chance d'intervenir et de critiquer le processus des décisions. Et ça, je pense qu'il y a des possibilités très intéressantes et qui ne sont pas tout à fait suffisamment exploitées pour améliorer la qualité des décisions dans les organisations. J'ai répondu à votre question? D'accord. On a 2 questions, Olivier. Puis... Oui, bonjour. Les histoires semblent suggérer que c'est une mauvaise chose d'avoir ces illusions. C'est dit, est-ce que vous venez de dire peut-être, mais dans quelle mesure ai-je intérêt à me défaire de ces illusions? Peut-être que si je me défais des illusions que j'ai, je fais d'autres erreurs, encore pires. Voilà. Non, est-ce que, en lisant le bouquin aussi, j'ai l'impression que l'idéal serait d'être statisticien, mais si j'essaye d'être statisticien, je vais peut-être être encore plus mauvais. Non, je ne suis pas d'accord. Mon idéal n'est certainement pas d'être statisticien. Je pense, et ce que je vous ai dit d'ailleurs, au début, d'ailleurs j'y crois, le système 1 est remarquable, superbe, et il faut lui faire confiance la plupart du temps. De temps en temps, il répond à des questions qui n'étaient pas les questions qui étaient posées, et il nous mène à des erreurs, et il nous mène à des excès de confiance, etc. Donc de temps en temps, il serait bien de le contrôler. Et maintenant, le problème, c'est qu'on peut reconnaître les situations, de temps en temps, où il faudrait le contrôler. Je n'ai absolument pas l'idéal de mener la vie par la statistique, ça serait impossible et ça serait aussi sans intérêt. Pas amusant du tout. Oui. Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce que système 1 et système 2 ne peuvent pas s'appliquer à eux-mêmes? C'est-à-dire que si on peut mettre le fait que le système 2 intervienne vient du fait qu'on est dans un contexte où on se dit c'est celui qui va devoir fonctionner. Par exemple, si je suis dans un examen, je passe un examen, je sais que c'est au système 2 qu'on me demande de répondre. Bien sûr. Donc, est-ce que c'est pas justement tromper le système 1, le prendre à son propre piège pour que le système 2 puisse intervenir? En principe, le système 2 aussi utilise la mémoire associative. Et donc, quand le système 2 est engagé, on peut se poser la question, qu'est-ce qui engage le système 2? En général, ce qui engage le système 2, ce sont les difficultés. Ça veut dire quand tout va bien dans notre esprit, on est de bonne humeur. D'ailleurs, l'humeur a beaucoup à faire avec tout ça. On est de bonne humeur, on est intuitif, on est rapide. Quand les choses vont moins bien ou qu'on est vigilant, il y a des dangers, des risques, par exemple, parce qu'on est en examen, alors ce sera le système 2 qui sera beaucoup plus actif, il contrôlera plus. On fera moins d'erreurs impulsives du genre dont j'ai parlé avec le bâton et la balle, et on se conduira très différemment. Mais ça provient du fait que nous reconnaissons dans l'environnement, nous reconnaissons les signes que maintenant il faut se mobiliser, maintenant il faut faire attention. Et dans un sens, c'est le système 1 qui mobilise le système 2. Et la crise, c'est quand la bifurcation ne se fait pas au bon moment. Pardon ? Et la crise, c'est quand la bifurcation ne se fait pas au bon moment. Oui, on persévère dans le système 1 quand il faudrait passer à l'autre. So, in English, I'm not sure I could pose this question in my limited French. So, one of the main points of your speech today and your work is that we're not rational maximisers of expected utility, yet
also, one of the main areas you focused on with Alan Kruger over the last sort of 10, 15 years has been the measurement, trying to get an empirical handle on the measurement of utility. What do you think that measuring utility can contribute? What's the motivation for an interest in utility if it's not the thing that's explaining our decision-making behaviour? La question est, enfin, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé ici, quoiqu'il y a quelques chapitres là-dessus dans le bouquin. La question, c'est mesurer le bien-être et les mesures de bien-être et à quoi ça pourrait servir. Now, I don't know whether to answer in English or in French. This is, we have been measuring well-being, and it's a big deal, measuring well-being, avec le comité Sarkozy, etc. It's happening a lot, and it is having a significant influence. And the role of that is largely, I mean, this is a political move. It is a move to do something else than GDP, to use something else than GDP. And the psychology is interesting in one way, because the psychology, it turns out, at least from my point of view, is what do people actually want to do? And do they want to be happy, or do they want something else? Est-ce que les gens veulent être heureux, ou est-ce qu'ils veulent autre chose? Et il paraîtrait que le bonheur n'est pas vraiment l'objectif des gens, le bonheur émotionnel dans la vie courante. Les gens ont des buts et ils veulent être satisfaits de leur vie, et c'est à ça qu'ils mènent. Maintenant, il est très possible que c'est une erreur. Il y a des questions très graves et très importantes qui se posent. Qu'est-ce qu'on devrait vouloir? Est-ce qu'on devrait vouloir le bonheur dans la vie, ou est-ce qu'on voudrait chercher d'avoir de bonnes notes en fin de sa vie? Et ça, ce sont des questions philosophiques qui se posent maintenant sur le mesurement du well-being, du bien-être. Et je ne voudrais pas trop rentrer en détail là-dessus, ce n'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui. Yeah, I have a question. If I understand correctly, I mean, the system one essentially relies heavily on impressions and stereotypes, kind of like deeply rooted elements of our. But my question is, these elements however, are themselves based on, I assume, like parental education, or, for example, exposure to cultural models or mass media or anything that we can be exposed, especially in our infancy. So does this imply that since these factors cannot be counterbalanced by a rational argument, so if somebody is really convinced about those stereotypes, then it's really hard. Does this imply that the effect of education and exposure to mass media and so on becomes even more important in that sense, because it's really hard to convince them, people, that those elements are wrong or are just not optimal in that decision-making process? Can I respond in French? Or? Absolutely. On pose la question du rôle des médias, en partie, et de l'éducation dans le travail des deux systèmes. Il n'y a pas de doute, il me semble, que les communications persuasives, que ce soit du marketing ou de la politique, sont adressées principalement au système 1 et pas au système 2. J'en ai parlé récemment à ce sujet à l'Académie des sciences américaines, où la question était posée de comment communiquer le risque et comment communiquer la science au grand public. Et mon intervention n'était pas très optimiste là-dessus. J'ai dit,
que les scientifiques se font l'illusion que... Comment ça se dit en français? Evidence. C'est pas de... Pardon? Épreuve? Non, c'est de l'information. Que l'information scientifique devrait suffire pour convaincre les gens. Or, elle n'a... Pardon? Les preuves scientifiques. Or, ça a très peu de poids. Il paraît que les scientifiques, ils peuvent parler, et montrer des preuves, et ça n'a aucun effet. Et ça n'a aucun effet parce que les croyances des gens ne sont pas produites, ils ne croient pas aux choses, parce qu'ils croient aux raisons, aux arguments, ils croient pour d'autres raisons, pour des raisons de leur histoire personnelle, des gens qui leur sont chers, des gens auxquels ils ont confiance. Donc moi, je disais à l'Académie des sciences américaines que si on veut communiquer la science, il faut qu'elle parle au système 1. Ce qui n'est pas tout à fait naturel. Ça veut dire que si on veut communiquer la science, il faut parler en histoire, parce que ça, c'est ce que système 1 comprend. Ce sont des histoires, des narratifs. Et ce ne sont pas des statistiques. Les statistiques n'ont aucune prise sur l'imagination des gens. Yes? Une question là-bas, vous passez le micro. Hi, Christine Hutin. I'm pleased to meet you again. I'm working on the medical system and clinical evidence because you speak of scientific evidence. What do you think of, I'm working on early biomarker, and there is a scope for judgment between physician and patient. Now you just said they don't believe in statistics, but when you are a patient, you are a cancer patient especially, you look at the website, you're going to search internet, PubMed, you want to know the statistics, you want to know if you are most likely to die or not. So why do you say you don't like statistics? And for this case, and also if you have only evidence in development, that's why there's a scope for judgment. You don't have enough evidence for many biomarkers, for instance, and why the patients and his physician would not have a right to judge the evidence as well as the existing state of science. Why the patient and the physician would not have the right to judge as well as the top institutions, technology assessment group, about evidence which are in development. And how your new book can contribute, do you think, to help with the confidence in judgment in that case? May I respond in French? J'ai parlé du fait que les statistiques en général sont ignorées, ou sont souvent ignorées, mais il y a des exceptions. Et l'exception est, je crois, très intéressante. Nous n'ignorons pas les statistiques quand on peut leur donner une interprétation causale, quand elles deviennent des causes. Et donc, si on parle d'une maladie, on dit 90% des gens, ils meurent en 3 mois, on a une impression que c'est une maladie, c'est une cause extrêmement puissante. Il y a des statistiques qui ne sont pas causales. Et, par exemple, la statistique dans le premier problème, dans la deuxième anecdote dont je vous ai parlé, l'anecdote du livre, cette statistique était étrangère, ce sont des autres groupes, et ça ne paraissait pas être causal pour nous. Ce qu'il aurait fallu faire dans cette anecdote, ça aurait été, pour que ça marche bien, ça aurait été de se dire, ben, si ces gens-là, ils ont pris 8 ans à écrire un livre, ça veut dire qu'il est très difficile d'écrire un livre. Plus dur que nous ne le croyons, ça c'est causal, et ça s'applique à nous, et alors on aurait pu l'apprendre. Ça, c'est une démarche que les gens ne font pas par eux-mêmes. Donc, il est vrai que les malades et les docteurs, dans certains cas, il y a certaines statistiques qu'ils interpréteront de façon causale et elles auront de l'effet sur leur jugement.
Après, vous avez une autre question que je n'ai pas vraiment comprise. Ça, c'est une question intéressante. D'où provient la confiance chez les malades? Je vais répondre à celle-là. D'où provient, qu'est-ce qui donne à un malade la confiance au docteur, mettons? Ce n'est peut-être pas la question que vous avez posée, mais c'est celle que je vais répondre, à laquelle je vais répondre. Eh bien, ça, c'est système 1, la confiance qu'on a en son médecin. Il y a des médecins qui inspirent la confiance. Ils ont l'air sûrs, ils ont l'air calmes, ils ont l'air compétents, et on se sent en bonne main. C'est tout à fait, ce n'est pas un jugement de la statistique de ce qui s'est passé au cas précédent avec le même chirurgien, c'est on a confiance et ça se détermine vraiment intuitivement, tout à fait intuitivement. Et la confiance en médecine en général, comment contrôler la confiance et comment la mener à correspondre à la statistique, ce sont des problèmes très intéressants, et pour les docteurs et pour les malades. La confiance des docteurs dans leur diagnose est du même genre. Elle n'est pas nécessairement une évaluation de la qualité des preuves qu'ils ont pour leur diagnostic. Et la confiance des malades en leur médecin. Maintenant, en Amérique, tout au moins, je m'imagine qu'il doit être de même en France, on peut accéder à des statistiques sur le médecin. Alors, voir, il inspire confiance, mais la plupart des cas qu'il a traités, ça s'est mal fini. Et donc, on peut éduquer les gens à utiliser la statistique pour établir la confiance de façon qui soit plus proche du système 2 et soit plus proche de la rationalité dans ce cas que ce que nous faisons spontanément. Bien, monsieur, on va prendre encore une ou deux questions et puis après on va tous se retrouver pour un cocktail. Je voudrais revenir sur l'utilisation des statistiques et la possibilité d'améliorer les processus de décision dans une organisation. Je travaille dans une banque, une grosse banque, qui a fait faillite. 500 personnes au niveau de risk management. En 2006, le patron de risk management a été nommé au comité de direction. Il a dit tout ce qu'il avait à dire, qui était juste. En 2008, la banque a fait faillite. Il est le seul qui est resté au comité de direction. Tous les autres ont été virés. Nous sommes aujourd'hui en train de reconstruire la banque en se posant la question, qu'est-ce que le Chief Risk Officer, qu'est-ce qu'il doit dire au comité de direction pour se faire entendre? Il y aura un contrat séparé. Je crois que Nassim Taleb a cette histoire sur la Société Générale, où il a donné une conférence à la Société Générale, et il leur a parlé de risque, et ils l'ont trouvé absolument ridicule. Ça, c'est son histoire. Il leur disait, vous courez beaucoup plus de risques que vous ne le savez, et ce sont des bêtises, nous avons un officier de risque, etc. etc. C'est un travail dur, le Chief Risk Officer, parce qu'en principe, il devrait dicter des choses à son patron. Et dans les organisations hiérarchiques, c'est extrêmement difficile à faire. Et c'est ce qu'on voit time and again. Alors très souvent, ils sont cooptés, les Chief Risk Officers, et ils disent ce qu'il faut dire. Et quand ils parlent indépendamment, ils sont souvent ignorés. Ça fait partie des choses parce que ça ressemble à ma deuxième anecdote, l'anecdote du livre. Vous savez qu'il faudrait faire confiance à ce monsieur, mais d'autre part, tout va bien. On a le sentiment de confiance parce que tout va bien dans l'organisation. Et c'est plus fort que ce que dirait ce monsieur avec le risque. Donc ça fait vraiment, c'est la même histoire. Le monsieur du risque, c'est un monsieur qui parle de choses abstraites. Et les choses abstraites, il y a beaucoup d'exemples de ce genre, où les preuves
sont abstraites. Quand on parle du changement de climat, c'est abstrait. Très difficile de mobiliser les gens sur une menace qui est abstraite, qui n'est pas dans le réel, qui ne ressentent pas dans l'immédiat. Et je pense d'ailleurs que ce sera impossible de mobiliser les gens dans les démocraties tant que ça restera abstrait. Et ça, c'est grave. C'est grave pour le risk officer. La seule possibilité serait organisationnelle. Et ça serait compliqué. Ce serait que le Chief Risk Officer devrait parler au comité de direction directement et pas par le directeur. Si lui, il avait ses responsabilités par rapport au comité de direction, Governing Board, c'est comme ça. Oui, conseil d'administration, ça serait différent. Mais ça, c'est une organisation que les chefs résisteront à ça. Ils veulent leur autorité. Donc ça, c'est le côté sociologique des choses qui est crucial là-dessus. C'est pour ça qu'il y a de la régulation bancaire, pour obliger en système 2 de communiquer avec rien d'autre qu'une une matrice qui n'est pas celle de la subordination. Comment dans la formation des individus, certaines personnes sont plus orientées système 1 et d'autres système 2 ? Qu'est-ce qui fait dans la formation, voilà, dans l'éducation ? Est-ce que c'est quelque chose de donné ou alors est-ce qu'on peut se former nous-mêmes plus à un système qu'à un autre ? Qu'est-ce que les enseignants peuvent faire ? Oui. Les enseignants ne peuvent pas faire grand-chose. Il y a un côté génétique au fonctionnement du système 2, il n'y a pas de doute. Le système 2 fait partie au contrôle émotionnel et pas seulement au contrôle cognitif. C'est la même chose, c'est un système lié. Et quand vous utilisez vos ressources pour contrôler un effort physique même, ça a de l'effet sur votre capacité de produire un effort mental. Et pendant les dernières années, il y a des projets très intéressants sur l'éducation du système 2. Comment est-ce qu'on peut renforcer le système 2 chez les gens, chez les enfants et même chez les adultes. Et il y a certaines expériences enfin, il y a des possibilités intéressantes à ce sujet, mais ce sera probablement limité. Mais pour le moment, il y a des histoires très intéressantes sur, par exemple, des exercices en contrôle de soi pour des adultes. 6 semaines de se forcer à quelque chose. Ça n'est pas très important à quoi, mais à maintenir quelque chose très régulièrement qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on fait en 6 semaines, ça change beaucoup de choses dans le fonctionnement après. On apprend qu'on peut se maîtriser, qu'on peut se contrôler. Alors il y a certaines expériences qui sont nouvelles, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'on peut faire confiance à tous les résultats qui apparaissent quand ce sont les premiers, mais il y a un certain espoir là-dessus. Et sur les enfants, il n'y a pas de doute, on peut agir et renforcer le système 2, sous certaines limites. Bien, merci infiniment. C'était encore une fois un immense plaisir.